George Bush envoie des renforts considérables dans le Golfe et menace l'Irak d'une action militaire offensive. Désaccord entre le RPR et l'UDF pour le projet de primaire à la française, la convention nationale de l'UPF est reportée. Laurent Fabius, invité du 19-20 pour son livre « C'est en allant vers la mer », une réflexion sur l'état de la gauche aujourd'hui. Enfin, dernier entraînement des All Blacks avant le grand choc contre la sélection française, c'est demain au Parc des Princes. Bonsoir, il y a un an, jour pour jour, le monde clamait sa joie. Un mur tombait, celui de la guerre. Et aujourd'hui, le monde entier frémit à l'idée d'une guerre meurtrière dans le Golfe. Il y aura dans quelques semaines près d'1 million de soldats face à face. Philippe Pister. After consultation with King Fahd and our other allies, I have today directed the Secretary of Defense to increase the size of U.S. forces committed to Desert Shield to ensure that the coalition has an adequate offensive military option should that be necessary to achieve our common goals. C'est clair, tout en réaffirmant son attachement à une solution pacifique, George Bush hier a pour la première fois menacé l'Irak d'une action offensive. Même si le président laisse entendre qu'il poursuit un objectif psychologique, le renforcement militaire tel que confirmé et précisé par Dick Cheney, le secrétaire d'État à la Défense, est considérable. 3 nouveaux porte-avions avec leur groupe de bataille ainsi que le cuirassé Wisconsin devront appuyer les troupes provenant d'Allemagne, notamment 2 divisions blindées équipées pour la guerre chimique. D'autres éléments viendront également des États-Unis. Les 2 tiers du fameux corps des Marines, par exemple, seront sur le terrain. Selon les estimations, de 100 à 200 000 hommes qui doivent renforcer les 230 000 déjà sur place. Leur déploiement devrait prendre 2 mois. C'est justement le temps que George Bush implicitement donne à Saddam Hussein pour quitter le Koweït. Et James Baker, le secrétaire d'État américain, va de capitale en capitale pour s'assurer du soutien des alliés. Il a celui de Margaret Thatcher qui se montre la plus dure. Elle vient de déclarer ce soir « Nous avons la légalité pour pouvoir attaquer l'Irak ». Mais les Américains semblent douter de la détermination de la France. James Baker qui sera dans la soirée à Paris, le secrétaire d'État américain souhaite une résolution de l'ONU autorisant l'usage de la force, une position apparemment différente de celle de François Mitterrand, et cette différence pourrait bien irriter James Baker et George Bush. On retrouve tout de suite Memona Interman à l'Elysée. L'entretien qu'aura ici demain le secrétaire d'État américain James Baker avec le président de la République risque bien d'être difficile. Les Américains sont de plus en plus irrités par l'attitude de la France. Ils ne la comprennent pas, ils la trouvent trouble et ils pensent que la France n'est pas assez dure à l'égard de l'Irak. Parmi les 5 pays du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'après les Américains, la France est celui qui posera le plus de conditions, qui sera le plus exigeant dans la rédaction d'une résolution de l'ONU autorisant la guerre. Et le ministre français des Affaires étrangères a rappelé qu'en tout état de cause, la France conserverait sa liberté d'appréciation, d'action et de décision. François Mitterrand, lui, préfère attendre encore. Il préfère attendre jusqu'à la fin du mois de novembre parce que d'ici là, selon lui, Saddam Hussein a encore le temps de faire une concession d'envergure pour débloquer le processus. Tandis que si un texte était voté avant, le président irakien aurait du mal à se justifier sans annoncer un recul politique. François Mitterrand a été renforcé dans sa conviction après sa discussion longue ici lundi avec le roi Hussein de Jordanie. Et le président de la République répète que toute guerre de la région contre l'Irak, sans en même temps annoncer quelques perspectives pour régler les autres conflits, pourrait provoquer une vague arabe anti-occidentale. Ici donc, le secrétaire d'État américain aura son dernier entretien de sa tournée et on peut penser, disent les Américains, que l'attitude soviétique notamment pourrait influencer celle de la France. Notre invité ce soir est Laurent Fabius, le président de l'Assemblée nationale, pour son nouveau livre. Nous en parlerons dans un instant. Vous avez écouté ce que vient de dire Memona Interman. Quel est votre avis, Laurent Fabius, si l'Amérique attaque, que doit faire la France? La France a pris une position qui n'a pas changé, c'est-à-dire qu'elle est solidaire dans le cadre des résolutions des Nations Unies. Des Nations Unies. Et quelle est votre intuition? L'Amérique va attaquer? Mon intuition, c'est que les risques de guerre sont plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelque temps.
Mon intuition est que la vraie bonne solution, c'est la solution diplomatique, mais il faut évidemment que Saddam Hussein bouge, ce qu'il n'a pas encore fait. Et votre intuition repose évidemment sur des informations que vous avez. Des informations que vous avez données et des contacts. Et elle repose sur une nouvelle déclaration peut-être de Mikhail Gorbatchev. Une déclaration faite il y a à peine une demi-heure. Le numéro 1 soviétique affirme que personne ne peut espérer une rupture de l'unité face à l'Irak. Déclaration du numéro 1 soviétique faite à Bonn aux côtés d'Helmut Kohl. Et ce consensus exceptionnel entre la plupart des pays est lié bien sûr aux événements qui se sont produits l'année dernière en Europe. J'y faisais allusion au début de ce journal. La chute du mur de Berlin a fait tomber d'autres murs. Gorbatchev et Kohl ont décidé aujourd'hui de tirer un trait sur le passé. C'est la première visite du numéro 1 soviétique dans l'Allemagne unifiée. Mikhail Gorbatchev et Helmut Kohl ont signé cet après-midi un traité historique de non-agression entre les deux pays. Autre geste symbolique, Berlin-Ouest a offert toutes ses réserves de vivres accumulées depuis le blocus de 1948 à l'URSS. Le point sur cette visite, Nathalie Ether. Nous tirons un trait sur un chapitre douloureux du passé. La voie est libre pour une nouvelle relation entre nos deux pays. Optimisme et jovialité de Helmut Kohl cet après-midi face à son homologue soviétique. Les deux hommes viennent de signer un traité de bon voisinage, de partenariat et de coopération valable pour une durée de 20 ans. Premier principe, celui de la non-agression. L'Allemagne et l'URSS n'utiliseront sous aucun prétexte leurs forces armées en première frappe. Second principe, le respect des frontières de tous les pays d'Europe. À Bonn comme à Moscou, on a également l'intention de se consulter régulièrement, au moins une fois par an. Enfin, les deux pays s'engagent à développer leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques, techniques et culturels. Pour Mikhail Gorbatchev, comme pour le chancelier Kohl, ce document illustre la fin de la guerre froide en Europe. Et ce sont justement les pays européens que les deux hommes ont tenu à rassurer. Le traité soviéto-allemand n'est dirigé contre personne. Au contraire, il constitue pour Helmut Kohl une nouvelle pierre pour l'ordre de paix en Europe. Comment réagissez-vous à ce que vous regardez attentivement la Grande Allemagne? Est-ce qu'elle vous fait peur? Un petit peu, comme tout le monde, mais je crois que le plus important, ce n'est pas la Grande Allemagne sur le plan économique, parce que déjà elle était grande, c'est la Grande Allemagne sur le plan politique et sur le plan culturel. C'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau géant et que ça va avoir des conséquences très très lourdes, y compris sur l'unité européenne, mais il faut assumer. Alors il faut assumer, c'est un mot qu'on pourrait reprendre en lisant votre livre. C'est en allant vers la mer, un livre publié par Le Seuil, c'est une réflexion que vous faites sur l'état de la gauche, l'état du pays. Pourquoi cette phrase aussi poétique? C'est une phrase politique, mais les téléspectateurs ne le savent pas forcément. La phrase complète, c'est en allemand, c'est en allant, pardon. Ben oui. C'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. C'est une phrase de Jaurès qui veut dire que quand on veut être fidèle à une démarche, il ne faut pas se tourner vers le passé en permanence, mais regarder vers l'avenir. Et moi, c'est ce qui m'intéresse à propos de ma réflexion sur la gauche et sur l'état du pays. Et le fleuve de gauche, le fleuve du PS ne va pas forcément vers la mer en ce moment. Je ne parle pas seulement du PS, je parle de la gauche et je parle du désarroi, de la perte de repères de beaucoup de gens qui ont gardé leur tempérament de gauche, leur cœur de gauche, mais qui se demandent où est la gauche. Et j'essaie de réfléchir au changement des idées et à ce qu'il faut faire pour retrouver nos valeurs. Et d'ailleurs, vous le dites d'une façon encore poétique, la gauche a le mal de mer. Oui, oui. C'est un terrible aveu d'échec après 10 ans de pouvoir, non. Avec la parenthèse de la cohabitation. Ne dites pas non. Enfin, non, quand on lit votre livre... Je ne me situe pas sur le plan de savoir si tel ou tel gouvernement applique les idées de la gauche. Ma réflexion est celle-ci. Il y a une tradition de gauche, il y a des idées dont certaines restent parfaitement pertinentes et percutantes et dont d'autres ont changé. Et qu'est-ce qu'il faut pour que les idées de la gauche soient opératoires sur le plan écologique, sur le plan international, sur le plan de la modernisation économique? Mais je ne m'érige pas en ce que j'appelle Savonarole tardif, c'est-à-dire juge de l'action de tel ou tel. Mais qui est au pouvoir en ce moment? On peut le rappeler aux téléspectateurs. Moi aussi j'ai été au pouvoir. Non, mais en ce moment, qui est au pouvoir? C'est la gauche. Nos amis. Donc elle échoue. Non. Je ne suis pas du tout d'accord. D'ailleurs, vous verrez à la fin du livre, vous avez vu que je me pose des questions sur le Front National, sur les inégalités, où j'essaie de faire la part des choses, de dresser des bilans honnêtes. Mais mon livre est un livre où vous ne trouvez pas de petites phrases méchantes, de ce point de vue-là on peut être déçu, mais des idées, une discussion d'idées. Alors il n'y a pas de petites phrases méchantes, mais il y a des idées qui peuvent être sévères contre Michel Rocard, c'est ce qu'on va dire. L'absence de grand dessin, je ne crois pas elle est implicite. Je ne crois pas que ce sera jugé comme ça.
Et je rends plusieurs hommages d'ailleurs aux idées de Michel Ancard et de beaucoup d'autres. Mais je reprends cette idée que j'avais d'un grand dessin, d'un grand projet, parce que je pense que pour un individu, comme pour une entreprise, comme pour une famille, comme pour un pays, on avance bien que si on a un projet qui vous transcende. Et l'une des difficultés où nous sommes depuis quelque temps, c'est d'arriver, au nom de la gauche, à définir ce projet. Alors, c'est une contribution à ce projet. La CSG, c'est un grand projet. La contribution sociale généralisée, ce qu'on appelle l'impôt. C'est une bonne réforme. C'est une bonne réforme. Oui. Vous le pensez? Je le pense, et je pense qu'en même temps, ces modalités posent des problèmes, on le voit. Vous n'avez pas l'air convaincu? Si, je le suis. L'attitude du gouvernement à propos du mouvement des lycéens, c'est une bonne attitude? Alors, le mouvement des étudiants, des lycéens, pardon, il nous pose des problèmes à tous parce qu'il faut d'abord essayer de le comprendre. Et moi, j'ai discuté avec pas mal d'entre eux, et je pense qu'il y a à la fois une demande de moyens, parce qu'il faut plus de moyens en termes de professeurs, de surveillants, etc. Une demande de moyens, une demande de souplesse, et là, ça renvoie à une certaine conception de l'État, dont je parle dans mon livre, et une demande de sens. C'est-à-dire que je crois que dans les manifestations et les protestations des lycéens, il y a une interrogation sur la société telle qu'elle va leur être offerte à la sortie de l'école. Et je comprends parfaitement cette interrogation. Alors, le gouvernement fait ce qu'il le peut, c'est-à-dire qu'il demande de nouer le dialogue pour essayer de répondre. C'est très difficile de répondre si on ne peut pas nouer le dialogue. Mais cette demande de moyens, de sens et de souplesse, je la trouve dans le mouvement lycéen et j'essaye d'y faire écho. Quelle est d'un mot pour conclure, votre perception actuellement? On a l'impression que ça boue un peu partout, que même le gouvernement est menacé, on parle d'une motion de censure. Non, je n'ai pas le sentiment que ce soit une ébullition. J'ai le sentiment, alors vous me placez sur le plan purement politique, que c'est un petit peu cotonneux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, qui se dessinent, mais qu'on ne les sent pas très bien. Et du même coup, je ressens d'autant plus la nécessité de parler idées et pas politique politicienne. Parler et écrire idées, merci Laurent Fabius, c'est en allant vers la mer, c'est le titre du livre que vous publiez au Seuil. La gauche a des problèmes, vous l'écrivez implicitement, même si vous ne le reconnaissez pas. La droite a des problèmes. Le RPR et l'UDF subissent les affres de l'union. Les deux partis qui composent l'UPF sont d'accord sur tout, sauf sur un point apparemment mineur, le mode de désignation d'un candidat au présidentiel en cas d'élection anticipée. Un point peut-être mineur, mais qui a provoqué plus de 3 heures d'âpres discussions hier soir entre les deux partis. Résultat, la convention nationale de l'UPF est reportée, mais aujourd'hui on affirme des deux côtés que l'union, elle, n'est pas ajournée. Albert Ripamonti. Sur le principe d'un candidat commun à l'élection présidentielle, ils sont d'accord. Mais lequel? Giscard ou Chirac? Et chaque camp de défendre la stratégie la plus favorable à son candidat. Des primaires, certes, mais en cas de scrutin présidentiel anticipé, l'UDF émet des réserves. 3 heures de discussion houleuse et l'UDF n'a pas fléchi hier soir. Nous avons rencontré une petite difficulté sur le chemin de la désignation du candidat unique. Cette difficulté étant en effet constituée par le raccourcissement des délais possibles en cas de démission, par exemple, du président de la République. Furieux, le RPR a demandé l'annulation de la grand-messe de l'Union prévue mercredi au Zénith. Effet désastreux garanti sur les militants et les électeurs, d'où ce matin la volonté de Jacques Chirac de dédramatiser. Il appelle Giscard et lui propose de créer un groupe de juristes. Sa tâche, définir les modalités de désignation du candidat commun en cas d'élection présidentielle anticipée. Et cet après-midi, à Colombey, Jacques Chirac, évoquant l'épisode d'hier soir, le qualifie de simple péripétie. Une de plus, en tout cas, dans l'histoire mouvementée du couple Giscard-Chirac. Ces divergences entre le RPR et l'UDF, entre le PS et le PC, entre le gouvernement et les lycéens disparaissent, comme par miracle, lorsqu'il s'agit de se pencher sur l'histoire du pays, sur l'histoire de France, même la plus récente. L'anniversaire de la mort du général de Gaulle l'illustre fort bien. Une messe a eu lieu tout à l'heure aux Invalides, une messe commémorative. Et auparavant, toujours pour cet anniversaire, les fidèles du général s'étaient recueillis sur sa tombe, un pèlerinage auquel assistait Jacques Chirac et une délégation du RPR, mais aussi une foule d'anonymes. Le général de Gaulle, les lycéens qui manifestent aujourd'hui, ils l'ont inscrit à leur programme d'histoire. De Gaulle, ils ne l'ont jamais connu ou vu, ils sont nés après sa mort. C'était il y a tout juste 20 ans. Et pour eux, vous allez le voir, le général de Gaulle, c'est déjà de l'histoire et presque uniquement de l'histoire. Reportage de Christian Mez et Philippe Jasselin. C'est quand même un personnage assez lointain, je l'imagine pas, quoi. C'est de Gaulle.
presque une légende. Imaginons le sort des Français sans De Gaulle. Ils ont entre 17 et 19 ans, sont élèves de terminale et constituent la première génération née après la mort de De Gaulle. Rien d'étonnant alors à ce que le personnage de Gaulle soit avant tout pour eux un chapitre du programme d'histoire. Pourtant, pour quelques années encore, De Gaulle est à leurs yeux préservé de l'inévitable poussière que confère l'entrée dans un livre d'histoire à travers le souvenir que transmettent leurs aînés, parents ou grands-parents. Du coup, De Gaulle ne ressemble pas encore tout à fait à Henri IV. En ce moment, là, on est justement dans le passage du personnage qui est encore même contesté politiquement, tout ça. Et maintenant, il va bientôt, je pense, entrer dans l'histoire. C'est très intéressant de les faire travailler sur le passage de la mémoire à l'histoire. Je crois que c'est ça qui les accroche aussi à travers De Gaulle. Bon, ils le voient comme un personnage de légende. Il voit quand même des gens qui ont été contemporains et qui l'ont connu. De Gaulle à la frontière de la mémoire et de l'histoire. Mais pour un professeur, est-il possible d'oublier qu'il y a 25 ans, il était aussi citoyen et lecteur, confronté à un De Gaulle vivant et chef de l'État? Je l'attendais, c'est bien. L'historien en général essaye d'être absolument critique, d'être impartial, sinon ce n'est pas un. Il peut faire politique, mais il ne fait pas l'historien. C'est la nuance. Ils le sentent très bien, c'est pas facile. C'est pas facile de faire la différence entre les deux. La rapidité de l'entrée de De Gaulle dans l'histoire se mesure sans doute là, quand même un contemporain revendique le droit de porter sur lui un regard d'historien. Brigitte Perru résume les autres événements qui se sont produits aujourd'hui en France. Le cardinal de Courtrai crée la surprise. Il renonce à se présenter à la présidence de l'épiscopat français. Le cardinal invoque des raisons personnelles. Vous ne pouvez plus à la fois être très présent à Lyon pour ce synode, présent à Rome aussi fréquemment par obligation, et présent à l'Assemblée plénière. Voilà la raison majeure. Le cardinal de Courtrai en a profité pour lancer un appel en faveur du Liban. Le Liban est à l'agonie, dit-il. Nous avons l'obligation de manifester que nous sommes près de lui. Le cardinal de Courtrai est remplacé par Monseigneur Duval, l'évêque de Rouen. Fausse facture de Nancy, le maire RPR de Toul vient d'être libéré. Jacques Gossot avait été inculpé en décembre 89 pour corruption, recel et complicité de biens sociaux. La cour d'appel de Colmar a invalidé la procédure d'inculpation. Jacques Gossot retrouve donc son siège de maire. Guerre des cliniques à Marseille, reconstitution hier soir de l'assassinat du docteur Péchard. Roger Mémoli, l'un des principaux accusés, a refusé de mimer les gestes du tueur. Marcel Long, un autre inculpé, maintient ses aveux et ses accusations. Marcel Long réaffirme avoir conduit Mémoli sur le lieu du crime le 26 janvier dernier. Collision sur la Seine, une barge en coule une autre près de Chatou dans les Yvelines. Aucun blessé, mais la plateforme, pleine de sable, a bel et bien coulé. C'est tout nouveau, les futures mamans peuvent désormais voir leur bébé en couleur avant même qu'il soit né. C'est évidemment très beau et très émouvant, mais c'est aussi une nouveauté technologique et médicale très importante. L'échographie en couleur permet en effet de déceler plus vite et mieux d'éventuelles malformations. Jean-Pierre Quinson. Pouvoir mieux étudier les vaisseaux de la mère et de l'enfant, c'est un des avantages de l'échographie en couleur. Le principe est le même que pour un appareil en noir et blanc, c'est-à-dire qu'il repose sur des ultrasons totalement indolores et inoffensifs. Mais ici, le déplacement du sang dans les vaisseaux va générer des images couleurs, ce qui, dans certaines situations, peut se révéler très utile. Dans les bilans des hypertensions, par exemple, chez la femme enceinte, on nous demande aussi d'aller explorer les artères utérines. Alors si je vais vous montrer, par exemple, une artère utérine en noir et blanc, et vous allez voir que c'est déjà beaucoup plus difficile de repérer l'artère utérine. Mais là, par contre, quand j'ajoute le codage couleur, n'importe quel débutant voit l'artère utérine, et donc on peut fiabiliser les mesures, et en plus on va pouvoir suivre cette artère en temps réel. On va avoir une véritable carte de l'endroit où passe l'artère, et on va pouvoir faire des mesures à plusieurs niveaux de la même artère en étant sûr de rester dedans tout le temps. Une technique qui permet aussi d'étudier précisément, par exemple, la circulation du cerveau du fœtus et les malformations cardiaques. Au total, beaucoup plus qu'un gadget. Ça nous donne un plus absolument, c'est indubitable. Par contre, il ne faut surtout pas imaginer que l'échographie à codage couleur doit faire partie de tout examen systématique et qu'un examen qui serait conduit sans codage couleur serait un mauvais examen en écho. En effet, en échographie, c'est la qualité de l'opérateur qui est primordiale.
Quant au développement de cette nouvelle technique, elle risque avant tout de se heurter à un problème de coût. Un échographe couleur revient 3 fois plus cher qu'un appareil normal. Alors je rassure tous les papas, il n'y a pas que les mamans qui auront le droit de regarder les papas aussi. Et puisqu'on parle de couleur, une autre révolution s'est produite pour les ordinateurs personnels portables. Toshiba a mis au point l'arrivée de la couleur pour les écrans plats. Jean-Jacques Perrault. Quand vous achetez un ordinateur professionnel, vous avez le choix pour un prix équivalent ou à peu près entre des machines dites de bureau comme celle-ci, qui sont fonctionnelles mais encombrantes, et puis des machines dites portables comme celle-là, qui ont l'avantage de pouvoir être utilisées partout, aussi bien en voiture qu'en avion ou chez vous bien entendu. Cela dit, jusqu'ici, ces machines portables n'avaient pas d'affichage couleur. Cette lacune est comblée aujourd'hui par le constructeur japonais Toshiba qui présente ce premier écran à cristaux liquides couleur. C'est une technologie toute neuve et très complexe qui, soit dit en passant, annonce pour très bientôt des écrans de télévision du même type que vous pourrez accrocher sur le mur de votre salon. Tout va très vite dans le domaine de la micro-informatique et dans le même temps, l'américain Compaq annonce que cette machine de bureau est en fait, grâce à cette partie que l'on extrait comme un autoradio, est en fait aussi un ordinateur portable sur lequel vous allez pouvoir continuer de travailler, continuer le travail que vous aviez entrepris à votre bureau. C'est un marché, celui des ordinateurs portables, qui évolue très vite. Ces deux annonces le prouvent aujourd'hui. Un marché important qui représente déjà 15% des ventes d'ordinateurs en France. Bordeaux et Monaco connaissent désormais leurs adversaires pour les 8e de finale des Coupes d'Europe. Ce sera l'AS Rome pour Bordeaux et le Torpedo de Moscou pour Monaco. Qu'en pense Alain Dorgance? Girondins Bordeaux, AS Roma. Si tous les chemins mènent à Rome, passage obligé pour conquérir l'Europe, celui emprunté par Bordeaux sera délicat à parcourir, car la Roma est une formation rompue aux joutes européennes. Pour conserver son crédit quelque peu entamé par une modeste 12e place dans le Calcio et déstabilisé par une affaire de dopage, les Romains se sont illustrés sur la scène de l'Europe en éliminant successivement le Benfica de Lisbonne et le Football Club de Valence. La Roma dispose d'un conglomérat de vedettes, parmi lesquelles l'avant-centre Rudi Voller, remarquable chasseur de but, Thomas Berthold, tous deux champions du monde avec la RFA. La défense s'est sécurisée depuis l'arrivée du stopper international brésilien Aldair. Le football romain est articulé autour de Giuseppe Giannini, le capitaine de l'AS Roma et meneur de jeu de la Squadra Azzurra. Monaco vit toujours à l'heure soviétique après Odessa. C'est le Torpedo de Moscou qui est proposé aux Monégasques. Un adversaire difficile à manœuvrer, même si le football soviétique connaît sa perestroïka sous la forme de la fuite de ses meilleurs joueurs vers l'ouest. En voile, Florence Artaud doit bien rire. Seule à bord de son trimaran en plein milieu de l'Atlantique, elle est en train de donner une sacrée leçon à tous les vieux loups de mer. Elle caracole en tête de la route du Rhum et en plus elle pulvérise des records. Elle a 91 000 d'avance sur le second, Didier Mundutegui, et elle file vers les Açores. Le 15 de France est angoissé ce soir. Comment faire pour éviter de prendre une raclée contre les All Blacks? Il aura du mal, il suffit de les voir à l'entraînement. Reportage de Jean-Philippe Guillen et Philippe Gesselin. Toujours faire vivre le ballon, c'est le mot d'ordre des Blacks, et malheur à celui qui l'a laissé échapper, même s'il s'appelle John Kirwan. À l'entraînement, les champions du monde se livrent sans retenue. Au coup de sifflet du demi-mêlée, la combinaison établie se déroule jusqu'à son terme logique, l'essai. Sous les ordres de deux entraîneurs, les hommes au maillot noir, ornés d'une fougère argentée, ne jouent pas les stars. Les contacts sont rudes, les exercices axés sur la conquête collective et les jeux de passe n'ont qu'une finalité, la victoire samedi au Parc des Princes. Quand on veut gagner une série de tests, il faut remporter le premier, car si on commence mal, c'est très difficile de renverser la vapeur. La victoire de Nantes était essentielle. Peut-être les Français étaient-ils dans un mauvais jour. Nous avons un super état d'esprit et j'espère que ça va durer jusqu'au dernier test. Voilà les Français prévenus, Wetton et ses partenaires ne se contenteront pas de leur superbe succès nantais. Les pronostics pour le tiercé Quarté Plus qui se courra demain à Maison Lafitte. Monsieur Courtine vous conseille de jouer le 10, le 5, le 7, le 15, c'est son joker, le 13, le 6, le 2 et le 17.
Il sera 20 h dans 5 secondes. Les titres du 19-20. George Bush, un ton au-dessus, les États-Unis vont envoyer au moins 100 000 GI supplémentaires dans le Golfe. Le président américain donne 2 mois à Saddam Hussein pour quitter le Koweït. Pour sa part, James Baker arrive ce soir à Paris. La grand-messe de l'Union pour la France, prévue mercredi prochain, reportée sine die. Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing n'ont pas réussi à s'entendre sur le principe de primaire en cas de présidentielle anticipée. Pour Laurent Fabius, invité ce soir du 19-20, les risques de guerre dans le Golfe sont de plus en plus élevés. Par ailleurs, le président du Parlement vient d'écrire un livre publié au Seuil, le titre « En allant vers la mer ». Second test match entre les All Blacks et les Français demain samedi au Parc des Princes. Les Néo-Zélandais, grandissimes favoris, la sélection nationale espère quand même prendre sa revanche. La classe, Thalassa, Tendre et la nuit. Émile, bravo, ce sera le programme de la 3 ce soir. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h35, soir 3 présenté par Marc Hautement. Tout de suite, la météo complète de Michel Touret. Les journaux du week-end vous seront présentés par Éric Cachard. Bon week-end à lundi 19h. Au revoir. Bonsoir.